Je n'ai pas pris toute une après l'autre. J'aime mieux être spontané. J'ai toujours été contre les langues de bois. Oui. Jamais j'insulterais quelqu'un, là, mais je vais dire vraiment ce que je pense. Oui, c'est parfait. Excellent. Bienvenue à La Santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Bienvenue à cet épisode du balado La Santé au-delà des mots. Mon invité aujourd'hui, Dr Ronald Denis, chirurgien à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Ronald est âgé de 70 ans, mais est tout aussi passionné qu'à ses débuts. Ronald a passé toute sa carrière à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Il est impliqué en chirurgie bariatrique depuis fort longtemps, en chirurgie robotisée. Et Ronald est également co-directeur médical du Grand Prix de Formule 1 de Montréal depuis 1987. Au cours de l'entrevue, nous allons donc discuter de tous ces aspects de sa carrière et nous aurons, j'en suis certain, un entretien fort intéressant. Bonne écoute. Ronald, bon matin. Bon matin à toi. Alors, merci de te joindre à moi. C'est agréable d'interviewer un chirurgien parce qu'on peut faire ça à toute heure du jour ou de la nuit. Donc, il est 7 heures du matin, tu es déjà à l'hôpital et on a réussi à se faire une connexion pour cette entrevue-là. Donc, Ronald, tu travailles à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal depuis toujours, essentiellement. À peu près. Écoute, la première fois que j'étais à l'hôpital du Sacré-Cœur, j'avais 19 ans. J'étais en deuxième année de médecine. OK. C'est l'endroit où j'ai le plus habité. C'est l'hôpital du Sacré-Cœur. OK. Quand on pense à l'hôpital Sacré-Cœur, moi qui ne connais pas beaucoup l'environnement de Montréal, là, j'y ai grandi comme adolescent, mais j'ai quitté par la suite pour mes études en médecine. On pense souvent au CHUM, il y a Maisonneuve-Rosemont, McGill. Si tu nous situais Sacré-Cœur là, au niveau géographique, mission, clientèle? Sacré-Cœur est au nord de la ville. Les gens aimaient nous taquiner en disant que nous étions l'hôpital universitaire de campagne. OK. juste sur le bord de la rivière des Prairies, là, avant, au niveau du boulevard Gouin. C'est un hôpital universitaire affilié à l'Université de Montréal, okay. Dont avec deux DES universitaires. La traumatologie, évidemment, c'est pourquoi Sacré-Cœur est reconnu, et la chirurgie bariatrique. Ce sont les deux gros programmes que nous avons au niveau universitaire. OK. J'ai toujours eu l'impression que Sacré-Cœur était un peu en marge du réseau à Montréal, mais finalement se développait, somme toute, assez rondement, tant au niveau des budgets, du rôle de la fondation. Toi, tu me parles de la chirurgie bariatrique, la robotisation. On dirait que vous réussissez un peu à tirer votre épingle du jeu là, dans tout ça quand même, parce qu'il y a un peu de compétition entre les hôpitaux pour le financement. Il ne faut pas se le cacher non plus, donc. C'est quoi votre recette? En fait, notre recette, c'est d'avoir des gens passionnés et on s'est fait un plan de match. En ce sens, moi, j'ai pris la chefferie, je viens juste de quitter d'ailleurs du département en 96. Alors, j'ai tenu 26 ans comme chef de département. Et notre plan de match était n'essayons pas
d'aller battre les autres centres hospitaliers dans leur domaine. Développons notre créneau. OK. Et notre plus gros créneau était la traumatologie, parce que l'hôpital du Sacré-Cœur draine 4 voies rapides. OK. Fait qu'on recevait trauma. Et en 76, j'avais pas encore fini la médecine, que Dr. Atlas a mis sur pied la première unité de trauma au Québec. OK. Et on a évolué avec ça. En 2000, j'ai été pris, après avoir regardé à Discovery Channel, un reportage sur la robotique. Toi, tu connais pas ça, mais c'est un acteur qui s'appelle Alan Alda qui expliquait au président Clinton comment fonctionnait un robot. OK. Je me suis dit, ça c'est l'avenir. Mhm. Et je me suis lancé là-dedans. J'ai été faire une collecte de fonds. En fait, je te fais fi des détails, mais on a fait le premier cas de robotique au Canada en janvier 2001. Quand même. Et on a développé ça petit à petit. Et tout le recrutement que j'ai fait, il fallait que dans tes 2 années de fellowship, tu fasses une année de traumatologie et une autre année à ton choix, là, qu'on discutait selon nos besoins. Et ensuite est arrivé, comme tu sais très bien, le minimalement invasif a pris beaucoup de place. Mhm. Alors, on a allié robotique minimalement invasif, puis trauma, c'est principalement notre, si on peut dire ainsi, notre vaisseau amiral. As-tu trouvé ça difficile au fil du temps de t'adapter aux changements technologiques, ne serait-ce que les débuts de la chirurgie laparoscopique, ça n'a pas été facile pour tout le monde en chirurgie, là, au début des années 90, la cholécystectomie, là, donc l'ablation de la vésicule biliaire début 90, en soi, c'était une grosse intervention, là, tu dois t'en rappeler, là. Écoute, on avait avant moi, on avait un chef de département. Tu sais, la chirurgie laparoscopique a débuté mid-80. Mm-hmm. Et tous les hôpitaux au Québec faisaient de la laparoscopie. On était le seul hôpital qui ne pouvait pas en faire. Okay. Parce que notre chef de département disait que c'était la chirurgie expérimentale. Okay. Et on ne pouvait pas avoir d'argent. Alors, les Dr. Atlas, qui a des bons amis dans le milieu artistique, ses amis, on fait, je sais pas si tu connais ça, Brou. Oui. On fait un spectacle pour nous. Et c'est comme ça qu'on a acheté le premier équipement de la laparoscopie. On était les derniers au Québec. Puis, mais ensuite, on a été à grande vitesse. Okay. Pour seulement, j'ai eu de la difficulté à m'adapter. Pour une raison étrange, non. Okay. Je suis devenu passionné par ça. Toute la chirurgie minimalement invasive et la robotique, vraiment, non, j'ai pas eu de difficulté à m'adapter à ça. On aurait pensé que j'en aurais eu, surtout je suis pas de l'ère des jeux vidéo puis tout ça, mais c'est comme je suis devenu passionné pour cette chirurgie-là et je voulais vraiment que Sacré-Cœur se démarque principalement en robotique. Écoute, quand j'ai présenté ça à l'Université de Montréal, on pensait que j'étais un fou furieux avec le robot, même des mauvaises langues qui disaient il a dû avoir un traumatisme crânien pour penser qu'on puisse se lancer en robotique. Et tu vois, nous, on a acheté le robot numéro 49 dans le monde. Quand même. Et aujourd'hui, on est rendu à plusieurs milliers. Et écoute, c'est moi, j'opérerai tous les jours en robotique. Évidemment, on choisit les cas parce que c'est un peu plus coûteux, mais quand tu l'utilises vraiment, ça devient moins cher quand tu es plusieurs à l'utiliser. OK. As-tu l'impression à certains égards que ça permet de prolonger ta carrière? Parce que j'ai réalisé à ma grande surprise la semaine dernière en te parlant que tu avais 70 ans.
Okay. Absolument, ça. Il y a deux choses qui prolongent la carrière. C'est que avec la robotique, tu es vraiment dans la position ergonomique parfaite. Mm-hmm. En laparoscopie aussi, ça t'est installé pour être le plus ergonomique possible, mais c'est jamais aussi ergonomique que la robotique. Et l'autre avantage de la robotique, ce que je n'ai pas, là, si tu as des tremblements, le robot va te les corriger. OK. Et t'es toujours en position parfaite. Et deuxièmement, on a un programme de chirurgie minimalement invasive et robotique avec des fellows, c'est que ça rend notre vie beaucoup plus facile. Il n'y a pas une garde que je fais sans fellow. OK. Ce qui fait que, tu sais, ce qui est fatigant, les gardes en chirurgie générale, c'est t'es dérangé pour toutes sortes de choses et c'est normal. Mais tous les appels qui t'épuisent, je les ai pas. OK. Tu devrais faire ça combien de temps encore? Moi, j'aimerais ça encore 4-5 ans. 75 ans. Ouais. Vous avez une culture quand même, beaucoup de membres dans votre service qui ont travaillé tard, si je ne m'abuse, hein? Ou, Oui, docteur Atlas jusqu'à 83. Docteur Verdun jusqu'à 80. Tu vois, quand même des gens connus. Mais vous êtes peut-être les derniers. J'ai hâte de voir, là, mais j'ai l'impression... Je pense que oui. Aujourd'hui, je veux dire, sans porter un jugement sur la nouvelle génération, mais ils sont plus qualité de vie. Ouais. Et ils sont... ont-ils raison, ont-ils tort, je ne sais pas. Mais moi, je me trouve tellement privilégié. Là. Je fais ce que j'aime, où j'aime, comme j'aime, avec les gens que j'aime. Mm-hmm. Et il n'y a pas... Puis j'ai eu des moments où j'ai été au fond du baril, mais jamais quand j'arrivais dans une salle d'op. J'ai toujours été bien là. Et c'est pour ça que je me trouve très privilégié et j'en profite. Et quand j'ai commencé à pratiquer, j'opérais d'une façon X. Aujourd'hui, il n'y a rien que je fais comme j'ai appris à le faire. Évidemment, les principes de base sont les principes de base. Mm-hmm. Mais à part ça, personne n'avait pensé à la chirurgie. Quand j'ai débuté à la chirurgie minimellement invasive, encore moins à la robotique. Tout à fait. Tout à fait. Que lorsque tu te projettes dans le futur à la retraite, qu'est-ce qui va te manquer le plus de ta pratique? Ce contact-là avec les patients, et j'aime ça opérer. Je pourrais opérer tous les jours, ça me dérangerait pas du tout. Là. OK. Et ce contact avec les patients, et dans ma première vie, je suis un traumatologue. Après mon entraînement en chirurgie, j'ai fait 3 ans de fellowship en traumatologie. Mais tu sais, tu vis avec des mauvaises nouvelles, puis avec la chirurgie du cancer, tandis que en bariatrique, tu offres une chirurgie qui fonctionne et les gens sont heureux. Mm-hmm. Quand tu les revois, c'est que ça rend ça tellement agréable. C'est lourd toujours, tu le sais aussi bien que moi, c'est lourd toujours annoncer une mauvaise nouvelle, parler de cancer, c'est très lourd. En même temps, du côté de la chirurgie bariatrique, tu opères des patients techniquement parfois jeunes, très jeunes, en bonne santé. Les attentes sont plus élevées aussi, peut-être en termes de morbidité ou même lorsqu'une mortalité survient, c'est une catastrophe. Là. Absolument. Mais on opère de tout, hein, avec la création des CIUS pour nous, là. En tout cas, je parle pour moi-même puis le département de chirurgie. CIUS du nord de l'île, ça a été très bien parce qu'on a jumelé
à Sacré-Cœur, Jean Talon Fleury, puis notre chirurgie d'un jour à Rockland MD. OK. Qui fait que les cas lourds de chirurgie, sans jeu de mots, là, de chirurgie bariatrique, les patients en attente de greffe, les chirurgies de revision, toutes les complications, tout ça, ça se fait à Sacré-Cœur. Les moins lourds à Jean Talon et la CDJ à Rockland ont été quand même pionniers là-dedans. Notre Atlas a été le premier au monde à faire la gastrectomie verticale en chirurgie d'un jour. Je me souviens quand on a présenté à New York, on a passé pour des zombies. Mm-hmm. Et on va présenter à IFSO cette année à Miami. Hier, j'ai fait notre 30e cas de dérivation biliopancréatique type SEDI en chirurgie d'un jour. Quand même. Fait que c'est ça qu'on va présenter, c'est que puis le fait d'avoir un programme comme ça, tu sais, t'as pas besoin du maintien de la compétence que le Collège de Royal demande, t'es stimulé avec les résidents, donc automatiquement tu maintiens ta compétence parce que tu sais ce que c'est que des résidents des fellows, tu veux pas te faire damer le pion à pas connaître ce qui se passe. Puis c'est important de se tenir à date. Si on s'était pas tenu à date, on n'existerait même plus. Là. Si on reculait dans le temps, te souviens-tu de ta première journée comme chirurgien? Oui. En fait, je me souviens de 2 premières journées. Ma première journée, si t'as le temps, je peux te faire. Ma première journée comme fellow à Détroit, j'ai encore ma valise. Puis là, j'arrive pour être présenté à mon patron, puis arrive plein de traumas. Fait qu'il dit, écoute, tu vas commencer comme là. OK. Fait que je choisis, parce que j'avais été plus entraîné dans l'abdomen. Ouais. Fait que je choisis le coup de couteau dans l'abdomen haut. Fait que et moi je mesure 5 et 8. Là-bas, comme mon patron mesurait 6 et 6. Okay. Qu'importe ton statut, la table est à la hauteur du plus patron. grand. Alors, moi, ça, c'est la règle. Ouais, OK. Fait que moi, je me retrouve avec un étudiant de 5e année en médecine qui est très, très grand. Puis, c'était pas comme aujourd'hui. Là, je suis obligé de monter sur 3 bancs. OK. Fait que déjà, ça commence. Là, je fais ça rapide. Là. J'ouvre l'abdomen, puis je réalise que le couteau, il est pas dans l'abdomen, mais dans le cœur. Bon. Fait qu'il faut que je fasse une sternotomie, puis ça, moi, je transpire pas du tout, hein. Mais je m'en suis pas rendu compte, mais j'étais mouillé là, comme t'as pas idée. Puis je réalise, je fais la sternotomie, puis ça, puis tout fier de mon coup parce que j'avais pas fait de All-American. All-American, c'est quand tu trouves à ouvrir les 2 plèvres puis le péricarde. Fait que j'enlève le couteau, mets le doigt du médecine dans le trou, puis je lui dis « You don't move ». C'est mon gros anglais de l'époque. Et j'oublierai jamais, l'infirmière me prend le bras, là, écoute, probablement que tout mon corps tremblait, puis elle me dit « Don't worry, we've seen so many ». Là, je me souvenais des petits trucs un de mes patrons, le docteur Mercier, m'avait montré, si t'es énervé, puis tu trembles, colles tes bras sur ton corps. En tout cas, j'ai passé ces 3 points dans le cœur dont je me souviens pas, puis le patient est sorti. Il a survécu. Vivant, puis là, ils ont dit, il est pas si pire que ça, le gars de Montréal. Okay. Ça, c'était mon premier jour à Détroit, ma première journée à Sacré-Cœur, je suis de garde, il y a un trauma, et c'est une splénectomie. Fait que je me souviens ça comme si c'était hier.
Fait que ça, c'est mes deux premières dans mon entraînement. Ben, je vais te raconter 2 anecdotes. Moi, ma première journée de pratique, ça va faire 25 ans dans quelques semaines quand même. Puis c'est un 1er août 97. Puis j'avais pris un mois de vacances avant de commencer. Puis tu te rappelles, avec les examens de fin d'année, souvent on opérait moins pendant des fois les dernières semaines ou les derniers mois de résidence. Absolument. Alors, puis mon premier cas d'urgence, c'était justement une cholécystectomie, donc ablation de la vésicule biliaire. Écoute, j'arrive je suis dans un nouveau milieu, tu veux bien paraître. Écoute, j'arrive, puis j'ai oublié où mettre les trocars. Un blocage. Ça a duré comme une trentaine de secondes. Qui ont dû paraître 30 heures. Là, j'étais là, bon. Puis finalement, après, ça a bien été. Puis en fait, ce que j'ai réalisé avec le temps, en début de pratique, lorsque je prenais des vacances, souvent, j'avais une certaine anxiété avant de revenir. J'avais l'impression de ne pas avoir acquis tous les automatismes. Après, si je prenais 2 ou 3 semaines de vacances dans les premières années, il y avait comme une petite angoisse à mon retour. Là, chose qui s'est finalement dissipée avec le temps. Là, puis, certainement, puis c'est le stress d'avoir le patient à ton nom. Si quand t'es résident, t'es fellow, là, c'est pas toi qui as un problème. Oui, tout à fait. Puis, et quand le premier patient à ton nom, c'est quelque chose. Écoute, puis l'autre anecdote, donc ça c'est, en fait, la vésicule biliaire c'est un petit peu plus tard dans la fin de semaine, ça. Mais le vendredi matin, là, je m'en rappelle comme si c'était hier, j'arrive à l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville, puis mon ami, mentor, Richard Laplante, il me fait visiter l'hôpital, donc les cliniques externes, puis tu imagines un peu le scénario, puis là je rencontre les assistantes, puis là, l'assistante en clinique vient me voir, elle me dit « Écoutez, docteur Untel n'est pas là pour faire sa chirurgie mineure. » En théorie, cette journée-là, moi, je n'ai rien à l'horaire. Là, finalement, je me retrouve en chirurgie mineure. Écoute, j'ai 27 ans, j'ai l'air d'en avoir comme 22. Là, puis là, donc, il est peut-être 10 heures le matin. Là. Imagine la scène, puis là, je suis en train d'enlever un kyste dans le front d'une petite fille de 10 ans. Sa mère est assise dans le coin de la salle, elle se ronge les ongles, mon vieux, là, puis elle me regarde, puis elle se demande ce qui se passe. Puis là, elle voit que j'ai l'air jeune, là, puis elle doit voir aussi que ça paraît quand tu commences, là, tu demandes, tu sais pas où sont les gaz, les seringues, la xylo. La dame est comme mal à l'aise, mais elle est polie, là. Puis là, elle me demande après, elle est incapable de se retenir après, comme quelques minutes, là, elle me dit « Est-ce que ça fait longtemps que vous travaillez ici? » Je la regarde, je dis « 12 heures. » Ça, c'est bon. Après, ça a été le silence, puis ça a bien été. Dis-moi, Ronald, qu'est-ce qui t'a amené en médecine, ou même ou en chirurgie, disons? Écoute, le jour de mes 7 ans, le jour même, je jouais avec les amis, en tout cas pour faire une histoire longue, une histoire courte, je me fait frapper par une voiture taxi, puis avec bassin, fémur, tibia, péroné. Je me retrouve à Sainte-Justine pendant des mois. Et peut-être que dans mon subconscient, c'est ça qui a fait qu'il y avait des billets où je demeurais. Il y avait une clinique médicale. J'étais donc impressionné de voir les docteurs arriver. OK. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas, mais il n'y a aucun, moi j'ai une famille très très pauvre, il n'y a aucun médecin dans la famille, il n'y a rien de ça. Mais j'ai jamais voulu faire autre chose. OK. Aussi loin que tu puisses te souvenir. Oui. C'est quoi la principale source de satisfaction dans ton travail aujourd'hui? Tu me parlais de la salle d'opération, là, c'est vraiment ça, là,
c'est un privilège que nous avons de pouvoir aider les gens, rendre service, de faire quelque chose pour la société, puis tout ça, puis ça m'a aussi incité à pousser ça, à faire avoir des fondations et à faire des levées de fonds pour aider le plus possible pour tu sais, quand tu as la chance que nous avons, faut que tu redonnes. Tu sais, puis on est tu sais, pour nous, tu sais, on est bien rémunérés, tout est là, mais il faut être capable de redonner. Tout à fait. La principale source de frustration dans ton travail? Les annulations de blocs opératoires, toute la politicaillerie entre les docteurs, les gros égos. Ça, c'est tellement frustrant. On prend une courte pause et on revient avec Dr. Ronald Denis, qui est chirurgien à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au BALADO-SANTE.ca. Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Ronald, tu es impliqué depuis fort longtemps, là, presque 40 ans, si je ne m'abuse, en traumatologie pour le Grand Prix de Montréal. C'est bien ça, parce que tu es co-directeur médical depuis 87, donc 35 ans à ce jour. Exact. Puis, donc, qu'est-ce que ça implique là, pour l'hôpital Sacré-Cœur d'être en charge de la traumatologie au Grand Prix de F1, là? J'imagine que ça doit être un branle-bas de combat assez exceptionnel là, dans les semaines qui mènent au Grand Prix, qui est d'ailleurs qui a lieu dans quelques semaines à Montréal. Exact. Écoute, pour nous, je peux te raconter l'histoire. Ben moi, j'ai commencé comme j'y allais comme étudiant en médecine, comme résident en chirurgie, mais vraiment là comme co-médecin-chef, comme tu disais, en 87. Mais quand je suis revenu de Détroit, c'était le Royal Victoria qui couvrait le Grand Prix. Et moi, j'ai parlé au docteur Bouchard, je comprends pas pourquoi. Nous, on est un centre de trauma, ça devrait être nous. On vit de la traumatologie, puis ça devrait être nous. Mm-hmm. Et tu sais, ça fonctionnait différemment à l'époque. Le directeur général a accepté, on fait construire un héliport à un week-end, parce qu'on sait qu'en trauma, c'est le temps qui joue. Ça fait que là, le patient partait de l'île Notre-Dame, atterrissait au stade de football, on sortait de l'hélico, le mettait dans l'ambulance et l'amenait au Royal Vic. Ça prenait 26 minutes. OK. Nous, on a fait le dry run
en bas de 7 minutes, puis si ça va pas bien, 7 minutes 38 secondes. Donc, j'ai expliqué que c'était des minutes précieuses qu'on perdait, ce qui était vrai. Et petit à petit, on a construit autour de ça. On a même, en amenant parce que quand ça a débuté, la Formule 1, les docteurs, c'est des amis de gens qui organisaient la course. Et nous, on a vraiment apporté une structure, une vraie structure médicale. Fait que ce qu'on a fait, c'est transférer notre salle d'urgence de trauma à l'île Notre-Dame. Plusieurs années, on a metté pendant plusieurs années qu'on est nommé meilleure équipe médicale au monde, et ça m'a permis, moi, de faire des levées de fonds. Tu sais, c'est spectaculaire, on a des bons vidéos, c'est que ça me permettait de ramasser des sous. C'est un petit peu comme ça que j'ai ramassé au début l'argent pour le robot. Mais dis-moi, quand tu dis que vous déplacez votre salle d'urgence à Notre-Dame, mais vous seriez-vous en mesure, sur l'île Notre-Dame. Seriez-vous en mesure d'opérer sur place ou on serait en mesure de faire une thoraco, tout ce qui est d'urgence, là, on est en mesure de le faire. OK. Ça, c'est vraiment une structure temporaire, là. Structure temporaire. Alors, les différentes compagnies me prêtent l'équipement. OK. Bon, le mercredi, tout est envoyé à l'île. Le jeudi, on a notre dry run. Puis le vendredi, on est prêt. Mais dis-moi... Mais ça a pris des années à avoir un système comme ça. Okay. On a été bénis au début d'avoir 2 infirmières et 2 jumelles Nadon. Ensuite, maintenant, on a Marie-André Garot et son équipe. On est vraiment bénis du ciel avec ces gens-là. Et tu vois, juste au niveau du circuit, il y a 102 personnes, que ce soit médecins, inhalo, infirmières, tout ce qui est relié au système de la santé. 102 personnes qui sont là sur place. Et à Sacré-Cœur, on a 17 chirurgiens de garde en dehors de la liste de garde régulière pour éviter la première page du Journal de Montréal disant c'est ça pour ces gars riches-là, ils passent avant nous. C'est une garde tout à fait à part. OK. On a appris ça au fil des ans, là, comment s'organiser. Là, je te fais un résumé rapide. Mm-hmm. Mais dis-moi, d'un point de vue vraiment de logistique, parce que si tu me dis que ton temps de transport entre Notre-Dame et Sacré-Cœur, c'est 6 à 7 minutes, la décision de poser un geste chirurgical sur l'île Notre-Dame pourrait être délétère. Il y a une décision qu'il faut prendre rapidement si on envoie le patient ou si on... Ouais. Je vais te remettre dans le contexte. Il y a l'accident autour de la piste. On a ce qu'on appelle des voitures d'intervention rapide. Et à l'intérieur de chaque voiture d'intervention rapide, il y a un anesthésiste et un urgentologue. OK. T'as la voiture médicale qui est le Medical Car 1 et moi je suis Medical Car 2. Fait que le premier si on parle d'une course Formule 1, le premier qui arrive c'est le Rescue. Ensuite la voiture médicale avec un médecin qui fait tous les circuits. Fait que le pilote a un visage qu'il connaît là. Okay. Et ensuite, nous, on arrive. Le patient est pris là. On est dans le scoop and run. Mm-hmm. OK? Et non dans le stay and play. Mm-hmm. Et on l'amène à l'hôpital de piste. Et là, avec notre système de visio, les gens à l'urgence Sacré-Cœur peuvent voir exactement ce qui se passe. Et on fait la mesure juste pour le stabiliser. OK. Et on l'envoie à Sacré-Cœur pour le reste des soins. La structure qui est en place à Sacré-Cœur, donc les 17 chirurgiens ou médecins dont tu me parles sont tous sur place, j'imagine? Non, tu regardes sur appel parce que entre le temps que dès que l'accident arrive, moi je lance le code qu'on les appelle d'être prêts. OK.
Parce que, tu sais, le temps qu'on se rende aux patients, quand on arrive là, ils ont leurs 20 minutes pour se rendre. Ah, puis tu as une salle d'opération qui est déjà prête, j'imagine? Tout est prêt. Mais notre salle d'opération est toujours prête. OK. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Avez-vous, mettons, le listing des pilotes avec leur groupe sanguin, leur pedigree ou autre? On a tout ça. OK. Puis j'ai été nommé sur la commission médicale mondiale de la FIA pour 5 ans. Alors, on apporte notre input à ce niveau-là. Puis tu vois, on a eu un bel honneur, le Dr Bouchard et moi, il y a 4 ans. On a été intronisés au temple de la renommée du sport au Canada. Quand même. Les 2 seuls non-sportifs intronisés Bon, écoute. pour notre rapport en course automobile. C'est super. Parle-moi un peu on retourne dans le temps, de l'accident d'Olivier Panis en 97. Écoute, il est au coin il est au coin 6. Tu as le départ, puis t'as une coupe de tour, puis il a comme dérapé, il a frappé le mur et l'auto a pris feu, ça fait qu'avec même avec ses jambes fracturées, il s'est sorti pour se jeter en dehors de l'auto. Du véhicule. On avait eu mauvaise presse à travers le monde. Ah, tout à fait. Je me souviens encore du gars F1. Qu'ont-ils fait à Olivier? Ils l'ont transporté comme une poche de patates. C'est que le commissaire, ce qu'on appelle autour de la piste, là, les signaleurs, ils l'ont attrapé pour qu'il tombe à terre. Avec les 2 jambes fracturées. Ils ont pensé que c'était nous autres qui sortaient comme ça. C'est que, parce que les autres, tout ce qu'ils ont, c'est ce qu'on appelle le feed international. Et nous autres, là, c'est pour ça qu'on a fait une grosse conférence de presse. Non, c'est ça, écoute, étape par étape. J'ai trouvé un article de presse dans le Irish Press, quand même, qui critiquait exactement ce processus-là, puis dans lequel vous vous défendiez, le Dr Bouchard et toi, là, où vous défendiez l'équipe au complet, en fait. Exactement, puis on a pu montré étape par étape qu'est-ce qui était vraiment arrivé. Puis Olivier Panis, par la suite, est devenu un ami, puis quand il vient au Canada, là, on le voit. Mais je pense qu'il était même revenu à Montréal se faire enlever ses tiges métalliques au niveau de... Non seulement ça, il est revenu aussi pour s'amuser. Il aimait beaucoup aller à Sakakomi. OK. Avec un ami à moi, il aimait la pêche, fait qu'on l'a mis autour d'un tout petit lac où ils ont jeté, je pense, quelques milliers de truites pour être sûr qu'ils en prennent. Ça a marché? Pardon? Ah oui, ça a marché, certain. Fait que c'est un pilote que tu vois encore actuellement, là. Oui. OK. Puis dis-moi, étais-tu à Montréal en 82, certainement pas comme co-directeur, mais comme étudiant ou non, j'étais trop jeune à ce moment-là? Quand il y a eu ça, j'étais pas là. OK. Quand tu parles dans l'accident de Pelletier où Exactement. il est décédé. Exactement. Non, c'était la même année où Gilles Villeneuve est décédé. Exact, quelques semaines plus tard, là. Non, j'étais pas là, mais tu vois, c'était à l'époque où il y avait même un médecin de l'extérieur du Québec qui avait un gros mot à dire, puis qui a failli causer un incident en demandant l'hélicoptère, qui a failli se prendre dans un fil. OK. Mais je pense aujourd'hui, tout est changé. On a l'hélipad derrière l'hôpital de piste, puis tout est... Si on était loin il y a 40 ans de ce qu'on a aujourd'hui. Là. Le drame de cette histoire-là, pour ceux qui ont un intérêt, qui voudront faire des recherches, c'est que Pelletier avait embouti la voiture de Didier Pironi. Tu te rappelles? Exactement. Puis Pironi était celui qui était en quelque sorte un peu identifié comme la cause de l'accident de Gilles Villeneuve
Oui, parce qu'il y a Zolder des règles chez quelques semaines plus chez tard. Ferrari. C'est ça. C'est que tu dépasses jamais ton collègue quand il est en avant. Et ce que Gilles Villeneuve respectait, il y a que 2 courses auparavant n'a pas dépassé Pironi, l'a laissé aller. Et juste au dernier tour, Villeneuve se méfiait pas, s'est laissé dépasser. Pironi a gagné le Grand Prix. Exact. Et au Grand Prix suivant, c'est Pironi qui avait la pole. Fait que Villeneuve a tout essayé pour le faire. Et l'erreur de Johan Mass, c'est que tu laisses toujours le pilote le plus rapide choisir de quel côté il va aller. Et Johan Mass a bougé. C'est ça. Puis c'est du côté où Villeneuve voulait aller. Mais effectivement, puis lui, Didier Pironi est décédé dans un accident de bateau rapide à Monaco. Quelques années plus tard. Ouais. Puis sa femme était enceinte lors de son décès. Puis... Des jumeaux, puis qui ont baptisé Didier et Gilles. Didier et Gilles, exact. Ouais, toute une histoire quand même. En 2013... Tu m'impressionnes avec tes connaissances en course automobile. Ben, j'aime beaucoup la course automobile, mais j'ai fait quelques recherches. Mais je présume que si elle a nommé les 2 enfants avec les prénoms de ces 2 hommes-là, c'est qu'il y avait une forme d'amitié sous-jacente quand même. Oui, c'était des bons copains. C'est ça, sûrement. Puis elle tentait peut-être de régler un peu ce conflit-là là, de façon posthume. Sûrement. En 2013, il y a un employé qui est décédé aussi, là, un accident de piste. Ça a dû être un drame incommensurable, j'imagine. Là. Ah, ça, écoute, quand tu parles de drame, la course est finie. On se prépare déjà là à tout enlever nos choses puis à dire parce que le dimanche on célèbre un peu avec tous ceux qui ont travaillé. Puis là, à un moment donné, on reçoit un appel pour dire que il y a un blessé. Comment il y a un blessé? Alors, finalement, là, on réalise que ce qui est arrivé, c'est un des travailleurs de piste. Il allait chercher une voiture avec un gros Kubota. Exact. Lui, il était à pied, là. Il échappe son téléphone, il tombe et la roue lui est passée sur la tête et sur le thorax. C'est incroyable. Et ce qui a fait avec quoi je suis resté marqué, c'est quand je me suis assis avec sa mère. Et la mère me dit, écoutez, on voudrait pas qu'il soit mort pour rien. Pouvez-vous prendre ses organes? OK. Alors, j'avoue, ça, je te le raconte, puis j'ai encore le poil qui retrousse. J'avoue que ça, c'est impressionnant. Et, écoute, c'est une mort tellement stupide. Aujourd'hui, ça se fait plus, ces choses-là. Il n'y a plus d'histoire de corde pour tenir, là. C'est un autre système, mais je vais juste dire son prénom, là, Mark, là. Écoute, c'est probablement l'histoire la plus triste que j'ai été impliqué là, en course automobile. Parce qu'on s'attend, les pilotes, surtout peut-être à cette époque, les pilotes, dans le temps de Gilles Villeneuve, les pilotes savaient qu'il y avait un risque tangible de mortalité. Là. La mortalité en F1, il y a 40 ans ou 50 ans, c'était quand même considérable. Là. Mais de mourir... Très considérable. Et tu sais, les gens disaient qu'il fallait au départ être un peu fou pour faire ça. C'est ça. Mais de mourir comme ça, écrasé par une machine en bord de piste... Ah non, ça, c'est une catastrophe, ça. Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu une enquête? Est-ce qu'il y a eu des blâmes ou ça a juste été ça. Puis il y a pas c'est vraiment un accident dommage. Imprévisible, hein, c'est juste. Tout à fait imprévisible, là. Est-ce qu'il y a déjà eu, à ta connaissance, à Montréal, des spectateurs blessés, parce que ça a eu lieu ailleurs dans le monde? Gilles Villeneuve, d'ailleurs, je pense, avait été impliqué dans un accident au Japon. Oui.
Il y avait eu un décès à ce moment-là. Ou peut-être un décès de quelques personnes, je pense. Oui. Est-ce qu'à Montréal, tu as vécu des choses similaires? Ou Non, nous autres, ce qu'on vit, surtout à Montréal, c'est les spectateurs en état d'ébriété qui se blessent. On va présumer que ce n'est pas seulement à Montréal, là, ça va faire mauvaise presse. Ah, c'est sûr que c'est pas seulement à Montréal. J'ai fait plusieurs grands prix, puis j'ai vu que c'est pas juste à Montréal. Un accident comme celui d'Olivier Panis, c'est peut-être le dilemme ou le paradoxe du chirurgien et du chirurgien traumatologue. T'sais, à sa base même, c'est un drame, mais dans les faits, d'un point de vue chirurgical ou traumatologique, organisationnel, c'est un défi, puis ça peut avoir l'air drôle pour nos auditeurs, mais ça peut être, entre guillemets, un beau souvenir. Est-ce que je me trompe ou c'est un événement stimulant? Très bien. C'est très bien dit. C'est un très beau souvenir. Même chose avec l'accident de Kubica. Où il s'est créé des liens. Après l'accident de Kubica, il y a plein de petits incidents. Soit son grand copain, Jarno Trulli, l'a dépassé sur un jaune. Sur un drapeau jaune. Puis Kubica a voulu lui donner une leçon. Mais il a accroché la roue gauche, alors il est parti en vol plané. Et écoute, nous de la tour, on pensait qu'il était mort. Fait que j'arrive sur les lieux, je sais pas si je peux utiliser le langage qu'il utilisait, mais en tout cas, je vais le dire pareil, là. Tout ce qu'il me disait, c'était that fucking truly. OK. C'est tout ce qu'il alors, disait. Alors, au moins, le patient parle. Donc, c'est un bon signe. Écoute, on pensait qu'il était mort, ça a fini. Résultat final, il y avait juste une entorse de la cheville. On a passé pour des héros, des génies, tout ça, mais on n'a rien eu à faire. C'est la belle construction de la voiture. Mais pourquoi je te compte ça? C'est que quand j'ai enlevé son casque à Sacré-Cœur, j'ai dit, une drôle d'affaire dans son casque. J'ai enlevé ça, c'est quoi ça? C'était la photo de Jean-Paul II, qui était un Polonais lui aussi. C'était une photo du pape dans son casque. Et voilà. Puis il faut comprendre qu'il vient d'un petit village de Kubica, puis c'est le curé qui a permis d'aller prendre ses cours en Italie, en passant sa vieille voiture. OK. Alors, le premier chèque de paye de Kubica, il l'a donné à l'église du petit village. Quand même. Et c'est un gars qui parle couramment 5 langues, Kubica. OK. C'est des beaux souvenirs. Ouais, oui. On va revenir à la traumatologie plus urbaine. La hausse des traumatismes pénétrants à Montréal au cours des dernières années. Si tu me parlais un peu de ça. Écoute, c'est impressionnant. Nos chiffres vont sortir la semaine prochaine. Mais à l'œil, là, parce que je dirige encore le programme de trauma, là, je te dirais que c'est... Habituellement, on avait, je sais pas, 15-20 cas par année. Je suis certain que de traumatisme pénétrant, que cette année, on va approcher sûrement 70-80. Quand même. 4 fois plus. Oui, c'est rien si on compare aux États-Unis où on en avait 10-12 plaies pénétrantes par jour. Mais c'est beaucoup la violence, comme je te dis, un tour nord de la ville, c'est que tout ce qui se passe dans le coin de l'Est avec le quartier Saint-Michel, tout ça, on reçoit ça, là. Qu'est-ce que vous avez comme lésion? C'est par balle ou c'est plus par balle. Arme blanche? Ou... peu d'armes blanches, plus par balle. OK. Ça veut dire que vous en avez presque 1 à 2 par semaine, 3 par semaine. Par les temps qui courent. Est-ce que ça va diminuer? On l'espère. OK. Le profil des blessures, j'imagine, c'est quel genre? Abdomen, thorax. OK. La mortalité actuellement, là, pour un traumatisme de cette nature-là, là, dans les centres de traumatologie comme le vôtre, on parle de quoi? C'est dur à dire parce que nous, on donne la mortalité aux
au total, mais disons que je te dirais qu'on est sûrement pas loin du 15-20%. C'est quand même significatif. Mais je pourrais être plus précis. Non, mais ça donne quand même une bonne idée. On sait que la traumatologie, chez les 45 ans et moins, c'est la première cause de décès, toutes maladies confondues. Là. OK. Puis tout ce qui est traumatisme, je te dirais, de la route et tout ça, peut-être on en parle un peu moins. Est-ce que ça, c'est plutôt stable ou même en baisse? Ou? C'est pas vraiment en baisse. OK. En tout cas, pas pour nous, mais il faut dire que avec le système de traumatologie, avec les centres primaires, secondaires, tertiaires, c'est un réseau, la traumatologie. C'est extraordinaire. Je vais me permettre de te dire qu'en 92, le taux de décès pour un traumatisme au Québec, là, avec un ISS de plus que 15, était à 52%. Juste nous définir l'ISS pour... C'est Injury Severity Score. On divise le corps humain en 6 et on prend... C'est complexe comme calcul. On prend les 3 principaux systèmes puis on les met au carré. OK. Donc, un ISS supérieur à 15, là, c'est un traumatisme majeur. Ce serait quoi? OK, parfait. C'est le traumatisme abdominal avec une fracture du fémur, des choses comme ça? Exact. Tout de suite, t'es au-dessus de là. OK. Fait que le ministre de la Santé avait dit, je me souviens, c'était Marc-Yvan Côté, avait dit, vous dites que vous êtes bien bon, mais il y a un patient sur 2 qui meurt. Si dans mon livre à moi, c'est pas très bon. Fait qu'il avait mandaté la Société d'assurance automobile. On était un groupe qui avons visité les 101 centres hospitaliers du Québec pour classifier ça centre de stabilisation primaire, secondaire, tertiaire. Et avec le principe de base, aucun droit de refus pour le centre supérieur. Okay. Disons, le primaire qui va envoyer au secondaire peut pas dire non, parce que les gens mouraient parce que les médecins faisaient du shopping de centre hospitalier pour transférer le cas. Complètement. Fait qu'en 2002, pour te faire une soirée, en 2002, on est passé de 52% de décès à 9% de décès. Alors, c'est un succès extraordinaire. Et, bon, il y a encore des défauts dans le système, mais, écoute, on chiale beaucoup après le système de santé, mais celui-là de la traumatologie, c'est exceptionnel. C'est un succès, ça, c'est ça. Il y avait effectivement beaucoup de temps qui se perdait. Là. Parfois, tu pouvais avoir un patient dans un centre de niveau 1 là, qui... tu disais que le temps était important tout à l'heure, c'est ça. Il y avait du temps vital qui était perdu en début de processus. Là. Exact. Ronald, on approche la fin de l'entrevue. As-tu une devise ou un mantra, là, quelque chose que tu dis ou auquel les gens t'associent, une phrase que tu répètes souvent? Ou... Je répète une phrase que quand je suis arrivé à Détroit, que mon patron disait toujours, l'examen le plus important quand tu rentres dans la salle de trauma, c'est le 1 Second Optical Scan Test. OK. C'est que quand tu rentres, il faut que tu comprennes ce qui se passe. Et plus ça va mal, plus il faut que tu restes calme. OK. OK. C'est un bon point, ça. Le plus beau souvenir de ta carrière? La construction du CIT, du Centre intégré de trauma, qui était le rêve de ma vie et qui s'est réalisé il y a quelques mois. OK. C'est bien, ça. Il y a une section baguette magique dans cette entrevue, Ronald. Donc, je te donne une baguette magique, puis je te laisse changer une chose dans le système de santé instantanément. Ce serait quoi? Oh, c'est une très bonne question.
ce serait de vraiment d'avoir deux systèmes d'hôpitaux. Un hôpital pour les urgences et un hôpital pour les électifs, semi-électifs. OK. De façon à ce qu'il n'y ait pas de combat entre les deux. Pour les toujours reporter les patients. Moi, c'est ce que j'aimerais. Une refonte complète du système, finalement. Presque. Mais ce que je voudrais dire, là, c'est que au Québec, là, la médecine là, est à un niveau exceptionnel. Tu sais, les médecins qui graduent, là, ils sont bons. Et on a une belle qualité. Moi, j'ai connu les deux. Tu sais, aux États-Unis, tu as les super bons et les super ordinaires. Au Québec, au Canada, on a une classe moyenne exceptionnelle. Les médecins sont bons. C'est sûr que dans tous les médecins, il y en a des moins bons, puis il y en a qu'on aime moins, là, mais c'est une belle qualité, une superbe qualité de médecine. Et riche ou pauvre, tu peux te faire traiter. Fait qu'on part avec des gros ingrédients. Et c'est sûr qu'on a... Puis, à un moment donné, il faut trouver un système. C'est 52% du budget. Il faut arrêter de dépenser pour rien. Il va y avoir moins de bureaucratie pour que vraiment là, on puisse aller de l'avant. Je reprends la baguette magique et je te laisse rencontrer n'importe qui dans le monde, vivant ou décédé, pour prendre un café ou un verre. Ce serait qui? J'en aurais deux. OK. Ça va c'est un rare privilège, mais je vais te le laisser. Mon premier choix, Barack Obama. OK. Je trouve que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mon deuxième, ce serait Dominique de Villepin, ancien premier ministre. Oui. Et le plus beau discours que j'ai entendu dans ma vie qu'il a prononcé à l'ONU. Exact. Ça, c'est dans le temps de l'invasion de l'Irak. Exact. Je te dis, tu m'impressionnes. Il n'y a pas grand monde qui connaît ça comme toi. Ça, c'est deux hommes qui m'ont vraiment impressionné, avec qui j'aurais aimé prendre un café. De Villepin, d'ailleurs, j'ai pas suivi à la suite, mais a un peu disparu il a complètement disparu. Il devait venir ici et est arrivé dans l'Empire de Paris, là, les problèmes avec des immigrants, l'immigration, tout ça, où ils mettaient les feux partout, c'est qu'il a dû annuler ça. Puis peu de temps après, on n'a plus jamais rien entendu parler. Exact. Une cause qui tient à cœur ou la fondation là, que tu supportes, ce serait quoi? Ben, c'est vraiment ma fondation, qui est la Fondation Landry, c'est pour aider l'accès à la chirurgie. OK. Où les patients ne payent pas. Tout est gratuit. Et là, cette année, on va aussi ajouter, avant c'était cancer du sein bariatrique, maintenant on n'a plus de délai dans le cancer du sein, mais on veut donner un côté sur santé de l'homme. Okay. Les hommes sont gênés de parler de leurs problèmes, puis ça, on veut ouvrir cet accès-là là, en les rendant confortables. Okay. Pour faire ça. C'est là que ma fondation dirige avec nos 3 événements annuels. Le nom exact de la fondation pour nos auditeurs? Fondation Ronald Denis. Et l'adresse Internet? FondationRonaldDenis.com. .com, parfait. Je vais mettre ça sur les notes de balado. Avant de nous quitter, une dernière pensée peut-être ou un dernière chose qui vient je trouve ma dernière pensée, c'est que je trouve ça important ce que tu fais, puis j'espère qu'il y en a beaucoup qui vont suivre tes traces parce que comme je te dis, je connaissais pas ça, mais j'ai été lire. Et je trouve que ça
tu permets d'humaniser un peu la santé et les gens qui y travaillent. Et je tiens à te féliciter parce que ça m'impressionne. Ben, je te remercie. Et ce qui m'impressionne, c'est comment tu diriges l'entrevue. J'en ai eu plusieurs là, dans ma vie, mais je peux te dire que pas beaucoup aussi bien dirigé que la tienne, que ce soit des vrais journalistes ou pas. Alors, je veux te féliciter parce que je suis impressionné comment tu fonctionnes. Ouais, écoute, c'est très gentil, là, vraiment. Je l'apprécie énormément, donc je te remercie beaucoup. C'est vraiment du fond du cœur. C'est surtout vrai que comment tu fais. C'est impressionnant. Merci beaucoup. Alors, ceci complète mon entretien avec Dr. Ronald Denis, qui est chirurgien à l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal. Ronald, merci beaucoup. Ben, merci à toi, Jean-Pierre, puis au plaisir de se voir bientôt.